Vous le savez, on est dans l'entre-deux tours des municipales. Et déjà, un constat s'impose. Ces élections municipales ont moins intéressé les électeurs que d'habitude, 2020 étant une année particulière, quand on était en pleine crise Covid. Donc effectivement, il y a moins d'abstention qu'en 2020, mais ce n'est pas forcément la bonne référence. L'abstention cette année, c'est plus de 40%. Et les résultats ont beaucoup fait parler. À gauche, la France insoumise avance, sûrement. Le Parti socialiste hésite entre alliance et rejet. Le Rassemblement national progresse, mais moins que prévu. Et au centre, la Macronie semble de plus en plus introuvable. Alors, dans cet entre-deux tours où tout se négocie en coulisses, est-ce qu'on assiste à une recomposition politique majeure ou à un grand bricolage électoral? On en parle tout de suite avec notre chroniqueur politique, Paul Hellec, et je vais éviter de faire des bêtises sur le plateau. C'est parti. Paul, bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir, avec plaisir. Ma première question, Paul, on dit souvent que les élections municipales sont les élections préférées des Français, avec les élections présidentielles, mais on se rend compte, en tout cas, finalement, que le grand gagnant de cette élection, c'est finalement l'abstention, 43% cette année, 36,6% en 2014. Comment cela s'explique ? Bon, effectivement, on a une augmentation de l'abstention au niveau agrégé. Il faudrait regarder dans les détails, parce qu'on a des mouvements contradictoires. Mais je pense que c'est un signe que la crise démocratique, en tout cas la crise de la participation politique, qui est souvent vue comme une crise démocratique, se prolonge à cette élection qui est d'habitude préférée, dans le sens où, effectivement, comme tu l'as dit, vous avez des niveaux de confiance dans les maires qui sont les plus hauts niveaux de confiance en termes d'élus. Et puis, en fait, plus on monte dans un stade, j'allais dire, d'éloignement du local, d'abord au département, puis ensuite à la région, etc., plus on a une diminution. Les maires, c'était au-dessus de 60% de confiance en termes de chiffres, quoi. Et puis après, ça passe très vite à 45-50 pour le département. À la région, on passe en dessous de la barre des 50, et puis ça se dégrade assez rapidement. Donc, c'est une progression, à mon avis, d'une politique qui a été marquée par des pratiques violentes du pouvoir, le sentiment pour une part de plus en plus importante de la population que leur situation ne change pas, que l'orientation politique de la société ne leur donne pas satisfaction, et donc avec une situation de retrait, y compris avec des comportements, je pense, d'abstention intermittente. C'est-à-dire que les classes populaires, par exemple, peuvent participer à un scrutin, ne pas participer à un autre, et dans un certain nombre d'endroits, on a vu que là, il y avait une abstention intermittente assez marquée des classes populaires. On peut regarder, mais dans un certain nombre de départements où l'abstention est la plus élevée, on retrouve par exemple l'Essonne, la Seine-Saint-Denis. Donc on voit bien que c'est une élection qui a été en partie boudée par des électeurs populaires qui sont tenus plus loin de l'élection. Il y a aussi des phénomènes inverses, c'est-à-dire des endroits où, quand il y a un enjeu particulier, une campagne avec des forts enjeux, on va avoir l'inverse. À Saint-Denis-la-Ville, par exemple, il y a une augmentation du nombre de votants qui ont élu Bali Bagayoko au premier tour. Il est élu avec 13 500. Alors que Hanotin avait été élu avec 8 000 voix. Exactement, la dernière fois. À Paris, également, on a un scrutin serré, je suppose qu'on en reparlera tout à l'heure. Et là, on a une augmentation de la participation aussi, je crois, de 2 ou 3 points à peu près. Donc, mais je pense que ça marque le fait que si jusqu'à ce présent ça avait été protégé par ces effets qui touchaient toutes les autres élections, ça la sera de moins en moins, et c'est effectivement inquiétant dans le sens où si la tendance continue, c'est-à-dire qu'on passe de 36,6 là à 42% d'abstention, si la prochaine fois on a à peu près la même tendance, on va s'approcher dangereusement de la barre des 50% d'abstention. Et donc justement, je le disais au début, les municipales et la présidentielle sont quand même les élections que les Français plébiscitent le plus. Est-ce qu'on pourrait retomber, même sur les présidentielles, sur des taux d'abstention similaires, où finalement, l'enjeu étant peut-être plus important au regard de certains, ils iront quand même voter? Ce qui est vrai, c'est que, en tout cas, l'élection présidentielle a en partie été préservée, même si ça baisse par rapport à ce qu'on a pu connaître, par le fait que les gens identifient cette élection comme une élection qui change quelque chose. Et on le voit, c'est pour ça que je disais aussi des comportements intermittents. Quand les gens identifient un enjeu, ils croient et pensent, ils vont s'investir un peu plus, ce qui est normal. Et c'est vrai que dans le système de la Ve République, la surconcentration de politique
que le système en fait présidentiel et donc centré sur la personne organise, on a souvent une identification de l'enjeu en sachant que jusqu'à présent, même si la crise politique change les choses récemment, on avait souvent aussi confié une majorité au président élu, donc avec une espèce de logique quand même dans le fonctionnement du vote. De fait, il faudra voir si à la présidentielle, il y a une abstention qui augmente. Encore une fois, la question c'est l'abstention, on peut y rentrer et en sortir. On a vu des forces politiques capables de mobiliser des milieux abstentionnistes. Je donnais des exemples tout à l'heure, mais aussi à Roubaix, la participation augmente fortement avec une campagne qui a duré beaucoup plus longtemps que le reste de la campagne nationale. Le candidat de la France Insoumise l'a dit lui-même, il a dit que j'étais le premier candidat à ces municipales. David Donc Guiraud. ça dépend aussi de comment les forces politiques vont l'investir, de quand est-ce que va commencer officiellement la campagne, même si déjà, quand on discute là, on sait qu'il y a des gens sur les starting blocks, donc il faudra voir l'ambiance politique et les péripéties qui mettront en scène les dynamiques qu'il y aura ou pas. Dans ces élections municipales, un des grands absents, je trouve, un des discussions de cet entre-deux tours, c'est le bloc central. On est face à la disparition de la Macronie ou elle est en train de se recomposer sous une autre forme? Alors effectivement, les macronistes qui la dernière fois avaient tenté dans le but d'une implantation à l'ancrage, de trouver un ancrage local, s'étaient présentés, avaient leur tête de liste dans un certain nombre notamment de grandes villes. Là, on les a vus discrets, voire cachés derrière des formations qui avaient déjà d'autres formes d'implantation locale et qui avaient pu être leurs alliés. Je pense particulièrement à Horizon. À Paris, c'est le cas. À Bordeaux, où c'est peut-être une des chances les plus fortes de gagner une grande ville pour un candidat de la formation politique. C'est le cas à Bordeaux. Et on a plein d'autres exemples. Et puis, il y a le symbole du Havre où Édouard Philippe joue sur sa candidature, sur sa victoire à la mairie, sa potentielle candidature, même s'il ne semble pas être mis pour l'instant en difficulté. Donc, effectivement, je pense qu'ils se sont dissimulés, ils ont soutenu des listes ici et là parce que la Macronie est en crise. On l'avait vu en partie agonisante dans les instances où elle avait été dominante. À un point, il faut se rappeler qu'au premier quinquennat, on parlait de députés Playmobil, de votes qui se faisaient sans véritable contradiction. Et du coup, effectivement, je pense qu'elle apparaît, la Macronie telle qu'elle est, c'est-à-dire un pactole électoral qui va être placé bientôt aux enchères. Qui va pouvoir le récupérer ? Est-ce que c'est le PS ? Est-ce que c'est finalement Horizon qui va pouvoir prendre toute la part du gâteau ? Ou peut-être les LR Potentiellement un peu de tout. Ce qui est vrai, c'est que ça va être difficile de voir dans quelle part va à qui. Au départ, la Macronie se fonde avec l'absorption d'une part importante, d'un très gros tiers, presque 40%, je pense, de l'électorat Hollande. Sauf que la pratique du pouvoir pendant 5 ans a fait que, comme l'avait dit très bien Palombarini et Amable, les deux chercheurs qui avaient parlé du bloc bourgeois, ils montraient que comme c'était un bloc qui était minoritaire socialement, il fallait qu'il s'étend en phagocytant la droite. Ce qu'on avait vu en reprenant l'électorat de droite. Donc, est-ce que cet électorat socialiste de Hollande qui est passé par la Macronie est déjà reparti ? Remplacé par un électorat de droite ou pas, il va falloir voir les équilibres. Je pense que il y aura sans doute, si le Parti socialiste fait le choix d'une campagne, plutôt centriste, plutôt avec des personnalités du type Glucksmann ou Hollande, il pourrait peut-être essayer de retoucher une partie, mais effectivement, la question, c'est la bataille qui va se faire à droite. LR ou Horizon, ça dépendra aussi s'il y a une candidature Attal, par exemple, puisqu'il a ces ambitions-là. Donc, mais ça va être vraiment la bataille sur l'enjeu de la recomposition des droites, d'autant que l'espace politique à droite est marqué par une autre pression phagocytaire, j'allais dire, ce qui est celle du Rassemblement national, qui arrive à conquérir un certain nombre d'électeurs anciens LR. Justement, le Rassemblement national, merci Paul de cette passe décisive. Le RN performe moins au municipal qu'au niveau national, législatif ou présidentiel, même s'ils remportent 24 quand même communes dès le premier tour, ils sont encore en tête dans 60 autres communes. Comment on explique finalement ils font des scores moins bons que ceux qui étaient annoncés en tout cas ? Bon. D'abord, il y a une question qui est spécifique au municipal, c'est l'importance des enjeux locaux. Et on sait que le Rassemblement national tire sa force sur un certain nombre de sujets thématiques, comme la sécurité, un certain nombre d'obsessions xénophobes sur l'immigration, et qu'au niveau local, c'est pas nécessairement l'espace où ça peut le plus s'incarner. Ça l'a été dans certains cas. On a eu beaucoup de débats sur les vidéosurveillances, sur la question de la police, son armement, mais je pense que c'est plus compliqué que
pour des individus de soutenir l'entrée du Rassemblement national comme gestionnaire de ville. Les exemples des villes où il y a eu des gestionnaires RN n'ont pas été les meilleurs exemples de gestion également. Il y a ensuite la question de l'organisation. Il faut, dans un certain nombre de villes, avoir 15, 20, 30, 40 personnes qui sont capables de constituer une liste et de porter le mot et le nom Rassemblement national, ce qui n'est pas forcément évident pour l'organisation. Et puis, il y a effectivement, je pense, une sorte de trompe-l'œil dans cette élection-là au premier tour, c'est que par exemple, par rapport aux européennes, où le Rassemblement national arrive en tête, je crois, dans 32 000 communes, presque sur 34 000, ce qui est absolument hallucinant. Là, on a le fait que, dans les grandes villes, il y a un échec réel du Rassemblement national à faire des scores importants, mais qui efface le fait qu'il y a quand même une progression. Le Monde avait sorti une infographie qui montrait que, par exemple, dans les villes de plus de 3500 habitants, en 2014, puisque du coup 2020 avec la pandémie, on ne peut pas trop comparer, en 2014, le Rassemblement national arrive à faire plus de 10% dans au moins 410 ou 415 communes. 10%, c'est la barre où ils peuvent se maintenir et donc mettre un pied dans le conseil municipal. Cette fois-ci, c'est plus de 500. Donc il y a quand même une centaine de villes déjà où ils dépassent les 10%. Donc il y a quand même un mouvement de progression. Et puis, on le voit, il y a une question qui se pose, c'est que dans ces bastions, ils progressent encore plus. Ces bastions, on va dire le nord et le sud-est. Et dans le sud-est, c'est particulièrement vrai. Non seulement ils remportent des mairies dans lesquelles ils sont sortants. Non seulement ils en gagnent quelques-unes au premier tour, par exemple Cagnes-sur-Mer, à côté de Nice. En plus, il y a un potentiel particulier dans ces espaces parce que c'est là où se passe le caractère phagocyte du Rassemblement national sur l'électorat de droite. On avait déjà aux européennes des tendances qui montraient qu'une partie de l'électorat de droite, mais plus, on va dire, plus favorisé au niveau en termes de capitaux, etc., commençait à basculer un peu vers un vote Rassemblement national, alors que par le passé c'était un peu plus freiné. Et là, voilà, dans le sud-est, il y a une droite réactionnaire prête pour lui, quoi. Il pourrait avoir Marseille, même si, bon, là, le fait que Sébastien Auguste soit désisté, peut-être que la donne va changer, mais il pourrait avoir la deuxième ville de France. Absolument, ce qui est un risque conséquent, en sachant qu'en plus, dans le coin, il est quand même implanté. Ouais. Il avait conquis de longue date un certain nombre de petites mairies autour, et qu'il fait des scores de plus en plus importants. Donc oui, sa progression est réelle, mais c'est vrai que ça revient à un caractère moins spectaculaire qu'à d'autres élections. Et puis il faudrait aussi regarder, on n'a pas encore assez de détails, mais pour voir si cette question de la participation intermittente d'un certain nombre de classes populaires, qui, on le sait, font partie des points de force du Rassemblement national, qui expliquent ces grands scores. Il a des appuis dans un certain nombre de classes populaires. Est-ce que celles-ci, elles se sont aussi moins mobilisées, ou elles se sont mobilisées sur d'autres listes, quand pour le Rassemblement national, elle est plébiscite au niveau national? Parlons maintenant de la France insoumise, qui a fait une percée intéressante lors de ces municipales, pas forcément très présente lors des précédentes élections de maire, mais le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a marqué les esprits cette fois en tout cas, avec la prise notamment de Saint-Denis. J'en parlais en tout début d'émission, deuxième ville d'Île-de-France. Pour toi, Paul, c'est clairement un succès de LFI sur ces municipales ? Oui, alors effectivement, j'entends, on a beaucoup parlé de percée, ce qui est effectivement difficile à dire, puisque comme il n'y avait pas véritablement d'équivalent pour comparer, on est un peu bloqué dans cette situation. Peut-être le mot juste, c'est une démonstration de force. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte où la France insoumise fait face, y compris de la part de ses adversaires à gauche, à un violent discours, voire des tentatives d'un certain nombre de responsables politiques de l'ostraciser de la gauche. D'abord, ces tentatives viennent de la droite, de l'extrême droite, en expliquant qu'ils étaient infréquentables, antisémites, que s'allier avec eux était une forme de rupture avec la République. Propos répétés cette semaine par M. Retailleau, M. Attal, M. Bardella, mais discours repris par mimétisme par une partie des responsables socialistes, par exemple. Et là, vous avez une situation où, dans un certain nombre de villes, ils se sont imposés. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ont fait des scores suffisamment importants sur leur seul nom. Pas partout, il y a des endroits, c'est en alliance. À Saint-Denis, c'est en alliance avec le Parti communiste. Et dans plein d'autres villes, y compris, par exemple, dans les banlieues populaires, il y a des alliances avec le Parti communiste. Pas tout le temps. Mais du coup, du fait de leur force sur leur présentation propre et autonome, ils ont pu mettre un pied dans la politique locale en disant « vous ne pourrez pas faire sans nous ». Il y a des endroits, ils l'ont fait en alliance aussi avec d'autres forces. On remarque que, par exemple, M. Piquemal, qui est en bonne position pour pouvoir remporter la ville de Toulouse, est en alliance au premier tour avec les Verts, les écologistes à Toulouse. C'est le cas de M. Damien Maudet à Limoges, qui a fait aussi un résultat au-dessus de 20% dès le premier tour, et qui est en tête de la gauche, du coup, qui passe devant le Parti socialiste, signal important.
C'est le cas à Lille de Madame Adouche qui, toute seule et sans alliance, arrive deuxième à très très peu de points d'écart du candidat de Parti socialiste, alors que Lille est un bastion socialiste depuis longtemps. Donc oui, il y a une démonstration de force et une obligation qui est faite aux autres listes de gauche de ne pas pouvoir justement remporter des municipalités sans eux. Et c'est en ça que c'est une démonstration de force. Non seulement ils montrent que seuls ils peuvent arriver à s'implanter et à faire des scores importants, dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on voit cette semaine, ils obligent un certain nombre de partis à se dédire. Quand même. Bah justement, en parlant de ça, le Parti socialiste se retrouve dans d'importantes contradictions, on va dire, dans cet entre-deux-tours. À la tête du parti, on dit qu'il ne faut pas faire alliance avec la France insoumise, mais localement, certains décident de faire alliance avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, car sans la France insoumise, tout simplement, ces partis savent qu'ils ne pourront pas gagner. Mais c'est le cas notamment à Nantes. Et je voulais avoir ton avis aussi sur Nantes, notamment, et suite au tweet de Paul Vannier, qui critique finalement les socialistes après le fait que la numéro 2 du parti décide à Nantes de faire alliance avec la France insoumise. Oui, alors effectivement, je crois que le tweet auquel tu fais référence, c'est le fait que Mme Johanna Rolland n'est pas n'importe qui au Parti socialiste. Oui. D'abord, c'est la numéro 2 du Parti socialiste. Donc, comment dire j'allais dire le... par rapport à lui, force, c'est sa numéro 2, ouais. Donc, et qui, une semaine, dit il n'y aura pas d'accord avec les socialistes, et la semaine après, signe. Donc, on pourrait se dire que c'est une contradiction. Je pense que, d'une part, il faut se rappeler qu'au Parti socialiste, il y a, d'une part, la direction nationale qui a clairement décidé de s'engager, corps et âme, dans ce discours de non-alliance, en écoutant et en cédant aux sirènes d'un certain nombre d'anciens membres du Parti socialiste, il faut le dire. François Hollande, on ne sait pas trop exactement où il est, mais j'entendais ce matin Jean-Yves Le Drian et un certain nombre d'anciens éléphants du PS qui ont tenu ce discours, et que cette partie-là du Parti socialiste et son aile droite a été désavouée. Regardez Carole Delga qui nous explique qu'elle n'appelle pas à voter pour la liste de gauche dans laquelle il y aura des membres du Parti socialiste à Toulouse, et qui elle-même, sur la liste où elle était présente, à Marthe Tolosane, est présente sur la liste du maire sortant et qui est sorti dès le premier tour face à la droite. À Toulouse, donc, il y a Alliance et elle doit se dédire. Donc, à Nantes, qu'est-ce qui se passe ? C'est, à mon avis, encore une fois, le fait qu'ensuite, il y a les élus socialistes qui sont face à une forme de pragmatisme sur place. D'abord, il y a une volonté des électeurs de gauche de garder les villes à gauche, parce qu'on sait que c'est quand même une différence dans la gestion sur un certain nombre de problématiques, que ce soit le logement ou l'accès à un certain nombre de services communaux. Et encore une fois, en fait, c'est une leçon pour les électeurs de gauche. Lorsque vous voulez que les socialistes perdent un peu de leur superbe, descendent de leurs grands chevaux, il faut leur mettre une bonne gauche. Dans les urnes, bien sûr, mais l'enjeu, c'est de dire qu'à partir du moment où vous avez une gauche qui établit un certain score, elle devient incontournable. Elle devient incontournable, sauf à s'allier et à déraper sur la droite, parce que ça existe aussi. On a à Strasbourg Catherine Trottmann, qui était la candidate du Parti socialiste, qui s'allie avec le candidat Horizon, ce qui montre que les liaisons dangereuses du Parti socialiste national, encore une fois, à l'Assemblée nationale, avec le gouvernement Le Cornu, ont infusé dans le champ politique. Et vous me direz, le Parti socialiste a tout de suite suspendu Madame Trottmann. Mais vous savez comment ça marche, le Parti socialiste. D'abord, on les suspend, et puis une fois que la personne est potentiellement élue, 6 mois après, elle peut être réintégrée, et puis on espère que les gens oublient. Donc, voilà, les socialistes qui ont misé sur la possibilité d'ostraciser la France insoumise de la gauche ont perdu. Ils ont d'abord perdu moralement et idéologiquement en cédant aux sirènes, encore une fois, de la droite et de l'extrême droite. Ensuite, sur le terrain, concrètement, confrontés à une réelle présence électorale et une capacité, il faut le dire, de la France insoumise à mobiliser certains électorats que le Parti socialiste ne touche plus depuis longtemps, qui sont les électorats jeunes et populaires. Et du coup, ils sont face à une obligation de résultat pour les électeurs de gauche aussi, sans quoi c'est eux qui finiraient ostracisés et mis en quarantaine du camp social à gauche. Revenons à Paris. Paris, en tout cas, Emmanuel Grégoire, lui, a suivi la ligne du parti et est resté fidèle à ce qu'il avait dit au départ. Il a refusé de faire alliance avec Sophia Chikirou de la France Insoumise. Il prend d'ailleurs le risque de perdre la capitale et de la donner, entre guillemets, à Rachida Dati. On l'écoute et on en parle juste après.
Ma liste est déposée, c'est la cohérence. On a dit qu'on ne ferait pas alliance. Elle n'a absolument pas créé les conditions, évidemment, qui le permettent. Et donc, moi, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Et voilà. Et donc, la cohérence, c'était évidemment que l'union qu'on a construite au premier tour nous donne de la force et nous permet d'affronter le deuxième tour avec confiance, ce qui est le cas. Son maintien peut vous faire perdre? Non, c'est aux électeurs d'en décider. Je pense qu'ils récompenseront la cohérence et le fait que dimanche, l'enjeu, c'est de choisir entre Rachida Dati et moi pour être maire. C'est la seule clé du scrutin de dimanche, c'est de choisir Grégoire ou Dati. Et voilà, je pense qu'en conscience, chacun fera son choix. Et quel qu'ait été le choix qu'ils aient fait en conscience et avec conviction au premier tour, je suis convaincu qu'ils donneront de la force à celui dont ils souhaitent qu'il soit le maire. Et j'espère que ce sera moi. Et quand vous vous êtes parlé au téléphone avec Madame Chikirou, vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que c'était un appel républicain pour lui dire et pour lui expliquer pourquoi je ne souhaitais pas fusionner. Après nos échanges, sont pas allés plus loin et elle en a pris note et je ne crois pas qu'elle était très étonnée de cela. Elle vous a répondu quoi? Elle m'a répondu, j'en prends note, je comprends que vous êtes serein. J'ai dit oui, je le suis. Voilà. On vient d'entendre Emmanuel Grégoire, candidat à la mairie de Paris. Que penses-tu de son positionnement, Paul? Je pense que c'est un geste insensé, irresponsable et très arrogant. Concrètement, M. Grégoire arrive en tête par rapport à Rachida Dati avec un écart de 102 000 voix, en gros. En sachant que la France Insoumise fait 95 551 voix, quelque chose comme ça, et que de l'autre côté, si Rachida Dati accuse donc un retard de 100 000 voix, il y a Pierre-Yves Bournazel qui fait un peu plus de 92 000 voix, et Mme Knafo qui en fait 84 000, un peu 13 000 également du Rassemblement national. Alors, la science des reports de vote n'est jamais une science exacte et c'est pas des questions d'addition mathématique, mais sachant que la proposition a été faite par la France Insoumise à de multiples reprises depuis le soir du premier tour de faire fusion, c'est un risque donc de donner effectivement les clés de la ville à la droite. Or, on sait en plus à quel point la droite a eu une gestion détestable de Paris, entre affaires de corruption et j'en passe. D'autre part, arrogant parce que, encore une fois, c'est pour pouvoir prouver que mettre à l'écart une force centrale à gauche, jouer sur la vie de milliers de personnes et à mon avis, un pari plus que risqué, et d'autant plus que, en gros, il compte, et il le dit dans cette vidéo, sur une forme de vote utile. Il dit au premier tour, les gens ont eu des convictions, au deuxième, ça va bien le faire. Moi, je pense que ça va être compliqué. Déjà, il y a eu effectivement déjà un vote utile, il faut le reconnaître, au premier tour. Si on regarde le score des arrondissements les plus populaires dans lesquels la France Insoumise fait les meilleurs scores, 18e, 19e, 20e, un peu du 11e, 10e, et j'oublie sans doute certains arrondissements, un peu dans le 14e, vous avez des écarts de vote entre le vote qui était fait pour le Conseil de Paris, donc au niveau central, et le vote en arrondissement. Par exemple, dans le 18e, vous avez 1700 voix d'écart. Dans le 19e, il y en a 2000. Dans le 20e, il y en a également 2000. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont voté Grégoire au niveau central, mais qui ont décidé quand même d'envoyer un message en votant pour la France Insoumise dans ces arrondissements. Donc, soit ils comptent sur le fait qu'au deuxième tour, ils puissent ratiboiser par le vote utile le vote pour Madame Sophia Chikirou, soit ils comptent sur une surmobilisation et le fait qu'une partie peut-être de l'électorat de Pierre-Yves Bournazel pourrait se porter sur sa candidature, parce que ce serait une partie de l'électorat qui serait réticent à voir effectivement la droite et l'extrême droite, parce que Madame Knafo s'est désistée sans accord, mais a clairement appelé à voter, enfin en tout cas à faire barrage à la gauche. Donc, on sait ce que ça veut dire, il n'y a pas besoin d'une traduction si compliquée. Donc, je pense que c'est insensé, et d'autant plus que cette question du vote utile, ça va coûter cher. En fait, quand vous refusez une alliance avec une candidature de gauche qui est souhaitée par les 100 000 voix à minima, 100 000 voix dont vous avez besoin pour être élu, vous renchérissez le coût du vote utile, parce que vous envoyez un message particulièrement violent à toutes les personnes qui seraient attachées à l'orientation pour laquelle ils ont voté au premier tour, en l'occurrence cette orientation par le vote insoumis. Donc je pense que c'est irresponsable, et puis même du point de vue pour le Parti socialiste, je veux dire, à Marseille, ça va être compliqué et le risque est très grave en face, c'est le Rassemblement national. À Paris, ce serait aussi un symbole. Et si on réfléchit, s'ils perdent Paris et Marseille, quelles sont les grandes villes qui seront dirigées par le Parti socialiste ? Nantes, peut-être. Rennes.
Mais il y a la France Insoumise qui est maintenue au deuxième tour, qui avait fait déjà 18% et 18,7% en l'état, alors qu'il y avait une liste dissidente de la France Insoumise qui a fait 5% également. Donc il peut faire un gros score au deuxième tour. Voilà, les endroits où le Parti socialiste va pouvoir rester en place, ces endroits où il a fait alliance, il a accepté que pour être élu, il devait... il n'y avait plus de règne sans partage, en fait, finalement. Il y a d'autres fusions, il faudrait regarder d'autres villes, je crois, à Brest, dans un certain nombre de villes en Bretagne, par exemple, également. Voilà, donc je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a aussi un niveau de déconnexion de la direction du Parti socialiste, de la réalité du peuple de gauche, qui effectivement peut avoir des volontés unionistes, mais pas sur n'importe quelle base et pas dans n'importe quel contexte, et surtout, et souvent en disant on compte tout le monde, c'est-à-dire y compris la France insoumise, qui encore une fois, qu'il le veuille ou non, est une force centrale à gauche, et dire l'inverse, ce serait... Bon voilà, c'est une opinion, mais qui n'aurait pas de valeur concrète, réelle. Oui, parce qu'effectivement, là, concrètement, on l'a vu sur cette élection-là, que ce soit le traitement médiatique de la France insoumise ou le traitement politique des autres partis de la France insoumise, n'a pas empêché les électeurs de voter pour ce mouvement. Limite, j'ai l'impression que ça a même plutôt été favorable. J'ai le sentiment que ça a fait l'effet inverse, contrairement à l'effet escompté. Donc c'est vrai qu'on peut être surpris que là, Emmanuel Grégoire ou d'autres soient aussi réticents à vouloir faire alliance avec LFI. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'il avait commencé par dire qu'il ne pouvait pas, dans ses premières déclarations qui datent maintenant, il y a un peu moins d'un an, il disait qu'il ne pourrait pas faire alliance avec la France insoumise parce que c'était des antisémites. Ouais. Ce qui est une manière de les mettre à l'écart de façon extrêmement forte. Et pareil, allez susciter le vote utile de personnes que vous traitez d'antisémites et qui se vivent à gauche, comme au contraire des gens qui se battent au quotidien contre toute forme de lutte de racisme et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Donc, c'est encore une fois étonnant. Sur cet effet, effectivement, des polémiques, etc., il faut voir qu'il y a en partie une forme de déconnexion entre le débat médiatique et la réalité que les gens vivent. Je rappelle qu'on parlait des études de confiance tout à l'heure, par exemple, dans les élus, mais le niveau de confiance dans les médias mainstream est extrêmement faible. D'autre part, il faut comprendre qu'une partie de l'électorat insoumis est un électorat qui se vit comme méprisé. Méprisé dans ses conditions de vie, dans ses conditions sociales, dans le fait qu'on ne reconnaisse pas, par exemple, sa condition. On a bien vu que le tournant, on va dire, antiraciste, ou en tout cas de la façon d'aborder la question antiraciste par la France insoumise, en reconnaissant l'utilisation du mot islamophobie, en venant soutenir les familles victimes de violences policières, de violences racistes, ça a suscité une forme d'écoute, voire une forme de soutien de la part d'un certain nombre de gens qui se sentaient méprisés, voire ignorés ou renvoyés, méprisés dans le sens où on n'écoutait pas et on considérait que leur problématique n'en était pas de véritable. Donc, si vous rajoutez à cela que ça fait longtemps qu'il y a aussi un électorat qui est méprisé pour d'autres questions, tout simplement aussi sur leur niveau de vie, en termes matériels, je veux dire, en termes de salaire, en termes de précarité, en termes de problèmes d'accès au logement, ceux-là vont être sans doute plus protégés par les différentes polémiques parce qu'ils vont se reconnaître dans ces personnes du personnel de la France insoumise qui, en plus, subissent ces sortes de garde à vue médiatiques. Ensuite, il faut voir aussi qu'ils arrivent à mobiliser certains électorats que les autres n'arrivent pas à mobiliser et que, au-delà de la polémique, la question, c'est que peut-être que quand la France insoumise n'est pas présente, ces électorats se désactivent. Ce que je disais tout à l'heure, ils arrêtent de voter. Ah ben moi, si je peux pas voter ça, j'y vais pas. Et en cumulé, ça fait beaucoup de problèmes. Donc, encore une fois, un geste irresponsable, un geste qui va coûter cher au Parti socialiste, mais sans doute à des milliers de Parisiens qu'il essaye de braquer. Il leur dit, si vous votez pas pour moi, c'est la droite et vous allez voir, ça sera horrible. C'est quand même un geste, on dit pas très fin, surtout dans un cas où il y avait une possibilité de faire autrement. Alors juste dernière question, désolé pour terminer, mais justement, est-ce que finalement Sophia Chikirou, on peut faire comme Sébastien Delogu? Pourquoi elle décide pas elle aussi de se dire, ok, je laisse la place et pas, comme Delogu a pu faire? Je pense que la France insoumise a fait une différence entre le Rassemblement national, qui, bien que la droite se rassemble, se rapproche idéologiquement du Rassemblement national, reste parfaitement différent, surtout quand on regarde le niveau de maires gangsters qu'on a du Rassemblement national dans le Sud. On peut penser à Fréjus, à David Racheline, etc. Que, d'autre part, ne pas être présent après avoir récolté des très bons scores dans la capitale et avoir fait tout ce qui
comptait pouvoir, enfin tout ce qu'ils pouvaient faire pour pouvoir proposer une alliance, c'était accepter pour eux d'être inexistants politiquement, de n'avoir absolument aucun élu dans la capitale, en sachant que, encore une fois, jusqu'à tard, ils pouvaient accepter. Donc je suppose que le geste, c'est de dire qu'ils vont continuer à pouvoir agir dans Paris et que de toute manière, pour une force comme la France Insoumise, la question c'est organiser des élus comme des moyens d'assumer et d'assurer la combativité de se faire le porte-voix des luttes, ce qui a été dit dans le dernier meeting, et que du coup, en cohérence à ça, ils se sont dit, quoi qu'il advienne, on sera là pour se battre pour les Parisiens, et la faute repose sur Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous avoir éclairé sur toute cette actualité et tout ce monde un peu politique. On a vraiment étalé, regardé tout ce qui se passait dans cet entre-deux-tours de Manuel Macron, du RN au Manuel Macron, passant par LFI, le PS. Merci à toi.